L'éthique permet chaque jour qu'une plus grande partie de la population mondiale ait accès à l'information, quelle qu'elle soit. L'Afrique, possédant le plus gros réservoir de jeunes au monde, pouvait en tirer profit. Des start-up ou sociétés innovantes africaines ont émergé et se développent. Mais il se trouve que ce ne soit pas seulement les seules utilisations que la jeunesse africaine, surtout, fait d'éthique. Ils sont devenus des moyens par excellence de la manifestation de toutes les formes de déviance sociétale, anarque, prosélytisme, en tout cas la perversion pour faire court. Utilisation d'éthique à des faits obscènes. Comment prévenir les dérives? C'est bien sûr le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de la société. Sonia Annick Agbantou, bonjour. Bonjour. Vous êtes présentatrice télé et radio. Vous êtes aussi vlogueuse. Vous aurez donc le temps de nous faire la différence entre vlogueuse et blogueuse tout à l'heure. Merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est Dr Rodrigue Mocho, socio-anthropologue, juriste et écrivain. Merci également à vous d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour à nos téléspectateurs. Alors, pour démarrer, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Sonia Agbantou, c'est vous qui allez nous définir d'abord ce que c'est qu'une vlogueuse et la différence que vous en faites avec un blogueur ou une blogueuse. Merci beaucoup. En fait, le thème vlogging est venu bien après parce qu'on appartenait tous à la catégorie des blogueurs, mais on ne savait pas vraiment comment nous catégoriser. Donc, la différence entre le blogueur et le vlogueur, c'est que le blogueur utilise des contenus écrits, mais le vlogueur utilise des contenus, capsules vidéo. C'est beaucoup plus les vidéos, en fait, des contenus vidéo. Et moi, je suis dans cette famille des vlogueurs, donc je suis une vlogueuse. Et sinon, il n'y a pas grande différence. Merci donc à vous pour cette clarification qui pourra donc situer les téléspectateurs. Le nom n'est pas donc mal écrit, c'est bien sûr une vlogueuse, Dr Rodrigue Mocho, à vouloir combler donc son retard sur le développement. Vous n'avez pas l'impression que l'Afrique est allée rapidement au tic un peu plus tôt que prévu? Pas du tout. Il faut dire que l'Afrique est le premier continent qui a connu tout ce que vous dites là. Et donc, si l'Afrique est revenue au numérique, c'est de droit. Seulement qu'il faut constater que la vitesse à laquelle nous avons connu le numérique surprend. Et de ce point de vue, vous allez constater qu'il y a quelques années, on était dans un environnement de peu numérique, mais on est pratiquement juste dans un environnement de tout numérique, où le numérique nous envahit dans tous les secteurs. Je dirais même que même des personnes que vous ne soupçonnez pas, les paysans utilisent le numérique à travers des technologies comme mobile money. Et donc, le numérique est devenu consubstantiel à notre vie et l'Afrique n'avait donc pas le choix. Et je peux vous assurer que il y a quand même des spécificités par rapport à l'utilisation du numérique. Récemment, j'étais à Bordeaux où j'ai présenté une communication sur la technologie mobile money et je vous assure que tel que nous utilisons la technologie mobile money, on ne l'utilise pas de cette manière. Là, en France, par exemple, là, ce sont plutôt les cartes qui sont développées, mais ici, nous avons notre argent sur notre téléphone et à tout moment, nous pourrons l'avoir. Et donc, l'Afrique a tout fait pour s'approprier les technologies, mais il faut avouer qu'il y a aussi beaucoup de déviance. Parce que dans ce secteur-là, il faut avouer qu'il y a beaucoup d'analphabètes et qui n'utilisent pas la technologie à bon escient. Sonia Agbantou, la technologie aujourd'hui, elle est adoptée, elle s'impose un peu pour reprendre dans une certaine mesure les propos du docteur Rodrigue Mocho. Mais est-ce que son appropriation et surtout son intégration ont été vraiment assez assimilées par les Africains? Je vais dire que nous avons pris le train à marche. On n'était pas prêts pour cette vague, ces nouvelles réformes, cette émancipation du numérique.
ça s'est imposé à nous. Et du coup, on a pris le train en marche. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en mouvement. Aujourd'hui, le numérique a embrassé tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui est en marge du numérique. Le numérique a embrassé tous les secteurs, que ce soit politique, économique, social, on y est tous. Mais non, ça dépend de l'usage que chacun en fait. Mais déjà que notre pays aussi s'inscrit déjà sur la liste des pays qui consommateurs du numérique. On a un ministère comme tel, il y a des réformes qui sont en cours, il y a un changement, il y a un vent de changement. Et malheureusement, comme nous sommes toujours dans l'excès, il y a toujours des dérives, il y a des dérapages. Mais aujourd'hui, le numérique est le poumon de la société africaine. Maintenant, mauvais usage, bon usage, des actions sont menées, beaucoup de choses sont faites sur le terrain, mais les résultats, en fait... Alors, vous pensez, docteur Rodrigue Mocho, que la question de l'éthique dans l'utilisation des TIC s'impose comme préalable? Est-ce que véritablement on avait cerné ses contours avant donc de franchir le pas? Ce n'est pas évident qu'on puisse cerner tous les contours parce que toute technologie a sa dimension sociale, au-delà de ce qui est prévu au plan technique. Et l'usage qu'on en fait dépend des acteurs, dépend du contexte. Je vais vous donner un exemple simple. Le couteau a été fabriqué pour couper de la pomme, de l'oignon, de la tomate, pour faire une bonne sauce. Mais on utilise le couteau pour tuer. Ce n'était pas prévu. Donc, derrière toute technologie, il y a des usages non prévus. Un peu comme le disait l'autre, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas, dans une certaine mesure, prévoir tout ça? C'est pas évident qu'on puisse tout prévoir. Et comme elle le dit bien, Sonia, vous savez, le numérique aujourd'hui a créé beaucoup de changements, beaucoup de mutations. Je parlais même de changement social. Et beaucoup de mutations à tout point de vue. Au point où il faudra approfondir la réflexion pour ramener les pratiques déviantes vers le droit chemin. Et donc, c'est lié à la nature des choses, à la nature des technologies. Et l'homme trouve toujours les moyens de contournement. C'est encore à l'homme qui revient de trouver les moyens pour mettre les choses sur le bon chemin. Alors, Sonia, vous êtes vlogueuse, ça veut dire que vous utilisez la toile pour communiquer, pour donc rentrer, si vous le voulez bien, dans les maisons d'autrui pour leur apporter l'information. Oui. Mais dans le même temps, vous devez aussi constater que les femmes africaines, surtout, ne font pas les mêmes usages de ces technologies comme vous, et nous retrouvons des images obscènes qui ne devraient pas être à l'endroit où c'est. Comment c'est possible? Comment ça arrive? Vous savez, nous sommes à l'ère 2.0, donc il y a des choses qui nous échappent. Je vais dire même que nous sommes dominés par le digital actuellement. C'est nous qui essayons de nous adapter, sinon nous sommes dépassés par les événements. Et aujourd'hui, avec ce qu'on constate sur la toile, à la limite, c'est un film d'horreur. Nous assistons à un film d'horreur. Il y a des dérives, il y a des dérapages, il y a des scandales. Il n'y a pas une semaine qui passe sur la toile où il n'y a pas un nouveau scandale qui est géré. Il n'y a pas... Dans certains pays aujourd'hui, c'est la dépravation totale des mœurs, digitalement parlant. Il y a des gens qui... On dirait que le smartphone dans les mains de certaines personnes est devenu une bombe. Même si des pays comme le nôtre essayent de voter des lois numériques, aujourd'hui, on est allé jusqu'à voter des lois numériques. Donc comprenez qu'il y a eu tellement d'enregistrement, de dérapage côté digital dans le monde numérique qu'à un point, il fallait mettre le stop. Même les médias sociaux que nous utilisons aujourd'hui, ils ont dû reparamétrer les bases de données pour pouvoir limiter les scandales, signaler des photos obscènes, signaler un profil, bloquer des personnes de mœurs légères. Mais dans le lot, il y a quand même qui réussissent à s'échapper dans les mailles des filets. Et malheureusement,
beaucoup de femmes en sont victimes. Et des vies sont détruites, des femmes se sont suicidées, des foyers volent en éclats, des avenirs sont brisés, malheureusement grâce à juste un smartphone et à un clic, en fait, qui est mal parti. Dr Rodrigue Mocho, voilà un tableau qui est peint par une vlogueuse. Vous, en tant que socio-anthropologue, ce phénomène, vous l'avez peut-être vu venir? Ce n'est pas évident. Et là, je reviens à la thèse de Sonia, parce que c'est la vlogueuse. Ce n'est pas évident parce que on ne savait pas qu'il aurait tous ces éléments-là. Je vais revenir peut-être à quelques caractéristiques du numérique et les plateformes. C'est par exemple son accessibilité, son hyper-accessibilité. C'est par exemple à son caractère itératif. Vous imaginez, pour produire vous-même aujourd'hui l'image et envoyer l'image. Et beaucoup de travaux scientifiques ont montré que le numérique, à travers toutes les plateformes, menace même le métier de journalisme. Hein, on est d'accord. Et donc, on peut rester dans sa chambre et produire de l'information, balancer l'information. Et la petite information que vous balancez, c'est parti. Et parfois même, sur ces plateformes-là, vous allez constater qu'il y en a et qui envoient des informations sans le savoir à leur insu. Et c'est après qu'ils se rendent compte que je vais envoyer telle image qui est au niveau de mon téléphone portable. Je n'ai pas fait attention, j'ai pris une photo avec mon épouse, mon époux. C'était un peu intime. Et c'est parti. Et donc, l'autre caractéristique du numérique, c'est sa fragilité. Sa fragilité. Et donc, parfois, cela nous échappe. Il faut savoir tout ça pour utiliser à bon escient le numérique. Parce que ces caractéristiques-là ont fait que le numérique, à travers les médias sociaux, ont fait en sorte qu'il y a une certaine individualisation. Disons par exemple, l'éducation sexuelle, c'était une chose qui était apprise par les parents. Mais aujourd'hui, l'hyper-accessibilité que le numérique a créé fait que l'enfant n'a plus besoin d'un aîné pour avoir accès à l'information érotique, à l'information sexuelle. Donc, il peut faire de l'auto-apprentissage. Or, dans un processus éducationnel, c'est pas tout qu'on auto-apprend. Et vous n'avez parfois besoin d'être guidé. Vous avez même produit un article scientifique sur la problématique, la prostitution virtuelle. La prostitution virtuelle, l'e-prostitution ou la prostitution de zéro. Oui. Et vous voyez, aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas voulu, mais qui, par le biais de ces caractéristiques, de ces éléments du numérique, se sont retrouvés malheureusement sur des chemins qu'ils n'avaient pas prévu. Et donc, le numérique a développé d'autres activités qui sont très intéressantes, mais a développé d'autres déviances, ce qu'on appelle les e-déviances ou les déviances de zéro. Et cela nous échappe. Vous avez parlé de la prostitution. La prostitution, aujourd'hui, est très développée. Et il y a des réseaux sociaux dans lesquels cette activité est bien organisée. Et contrairement au passé où, par exemple, on fait le trottoir. Aujourd'hui, on ne fait plus le trottoir forcément pour mener cette activité de prostitution. C'est ce que j'ai appelé, on fait le numérique pour mener son activité de prostitution. Donc, la sexualité, c'est individualisé, ce n'est plus accompagné, et il y a des activités qui ne sont plus accompagnées, qui ne sont plus suivies. Cela échappe au contrôle social, et quand c'est comme ça, ça crée des déviances, ça crée ce que vous êtes en train de... La désorganisation ou la dénucléarisation de la cellule parentale, à la limite, Sonia Agmatou. C'est ça aujourd'hui ce que le numérique nous a apporté sur le continent? Non, je ne voudrais pas tout de suite jeter la pierre aux parents parce que nous aussi, nous sommes parents. Et nos enfants ont des smartphones aujourd'hui, ils ont des tablettes, ils ont tout. Et en fait, c'est l'analphabétisme du numérique qui emmène déjà nous-mêmes, les parents, à laisser la main aux enfants de dépasser les règles sociales. Parce que si tu es parent, tu
tu es analphabète du numérique, tu ne sais pas qu'il y a des codes qu'il faut mettre sur le smartphone de ton enfant, contrôler son WhatsApp même à distance, installer le WhatsApp web pour contrôler ce que ton enfant fait. C'est vrai que c'est une violation en même temps de la vie privée sous d'autres cieux, pour des enfants qui maîtrisent le droit. Donc, du coup, il y a quand même des règles précises. Il y a le Wi-Fi code, il y a un suivi. Mais je crois qu'il y a un désengagement des parents. Si déjà, les parents sont déjà obsédés par le numérique, imagine un peu l'éducation qu'on est en train de laisser aux enfants. Aujourd'hui, c'est le numérique qui se charge de l'éducation des enfants. Et les jeunes n'en parlent pas. Ils en font un usage, mais vous n'avez pas idée de ce qui se passe en réalité. Vous n'avez même pas idée. C'est plus grave que ce qu'on pense en fait. Aujourd'hui, les jeunes n'utilisent plus les smartphones pour faire des recherches, pour aller sur Google, pour intégrer des communautés en fonction de les classes, pour essayer de s'ouvrir sur le monde extérieur, de proposer des projets digitaux pour qu'on puisse les accompagner. Il n'y a rien de tout ça. Mais c'est beaucoup plus des groupes WhatsApp où on parle de sexe et tout, pas des sexti. Des sexti, c'est le fait de s'envoyer des SMS à caractère pornographique. C'est des selfies. Au moins, nous, on fait des selfies. Mais oui, c'est des selfies. On se fait des photos. Tu prends ton portable, vous imaginez, tu te fais des photos nues que tu envoies à un homme. Au début, ça se passe bien, mais généralement, même dans les couples, hein, ça n'est pas une personne. Ça n'est pas une personne. Généralement, ça se passe bien, vous dites? Non, généralement, ça ne se passe pas bien. Ça commence bien, mais ça finit toujours mal. Ça finit pas des chantages, ça finit pas le harcèlement. Il y a des dames dont je préfère taire le nom, des scandales que j'ai eu à gérer, qui continuent de payer des rançonneurs. Même des personnalités. J'ai eu un roi récemment qui m'a appelé par rapport à ce sujet-là. Il s'est fait avoir, mais de la façon la plus bête, parce qu'il y a des anarches qui se sont spécialisés dans ce domaine. On va revenir tout à l'heure à la question de l'anarque. Justement, parlant de vous, tout dernièrement, on vous a vu aux côtés d'une de ces filles qui s'est adonnée à une publication sur la toile, à la limite pas acceptée de la société. Mais vous êtes porté donc au chevet de cette fille, vous l'avez soutenue. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En réalité, en fait, il y a eu une vague. Parce que c'est à partir de ce scandale-là que l'alarme a été sonnée. Il y a eu ce scandale d'une vidéo qui a été relayée par les étudiants déjà entre eux, où ils voulaient imiter une parodie musicale, un truc comme ça. Et ça s'est mal passé déjà dans les universités. Après, c'est venu dans la rue. C'est bizarre, c'est comme une épidémie. Ils ont tous repris la vidéo, et il y a dans le lot une fille qui a repris la vidéo, et ça quand même soulevé l'opinion publique. Et moi, je suis sur la toile, je suis activiste, je suis bien dans mon domaine, mais ce que les gens oublient, c'est que déjà de base, je suis animatrice, je cours derrière les petites informations du genre. Alors, il y avait un scandale, il y avait un jugement, j'avais mal pour cette famille-là. Je me suis approchée de la famille qui m'a autorisée, j'ai eu la version des faits qui m'a autorisée quand même à discuter avec la fille, à la mettre devant le fait accompli, ce qui a été fait parce que les parents étaient victimes de convocations, d'insultes, parce qu'ils avaient tabassé leur fille publiquement. Donc là, en fait, c'était déjà deux sujets, et j'ai essayé d'éclaircir tout ça, et ça a été repris parce que je suis déjà personnage public, en plus je suis personnage digital, donc c'est allé très vite. On a essayé à notre niveau de faire ce qu'on pouvait faire, mais comme je dis toujours, on peut jamais changer, on peut jamais imposer les choses à un enfant. Tu peux beau éduquer un enfant, tu peux beau accompagner un jeune, mais c'est à lui de prendre la décision de changer les choses. Vous pensez que votre action a été une peine perdue? Non, si c'est à refaire, je le referai avec d'autres jeunes. Mais dans le lot, j'ai pu accompagner d'autres jeunes qui étaient victimes du même scandale, qui ont été renvoyés des universités. Aujourd'hui que je suis, qui ont repris leurs études universitaires, qui ont été refusées dans presque toutes les universités. J'ai essayé de les aider, de les orienter.
non, c'est pas une peine perdue. Il y en a qui ont pris conscience et ça m'a permis aussi de m'approcher de beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se confient à moi spontanément et qui sont victimes de chantage sexuel et qui se suicident. Donc oui, c'était pas une peine perdue. Alors, le cas du Rwanda, Dr. Rodrigue Mocho n'est plus à présenter en termes de développement des innovations technologiques. Le Sénégal en a fait également dans le domaine agricole. Le Niger dans le domaine de la santé avec une application pour détecter le paludisme. Quand Sonia évoquait tout à l'heure la question, lorsque vous dites par exemple que vous êtes jeune béninois sur la toile, on vous identifie facilement à l'arnaque. Comment ça a été possible et comment ça s'est développé aussi facilement? Oui, je dois avouer que il ne faut pas tout peindre en noir, hein, parce qu'au Bénin, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a la révolution numérique, hein, dans le bon sens. Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup d'étudiants que moi j'ai suivis. Il y a beaucoup d'innovations par le biais du numérique. Et donc, on n'est pas forcément les mauvais élèves. Hein. Mais par contre, il y a certaines pratiques numériques qui ont fait que le Bénin est quand même classé sur la liste rouge. Parce que dans cet usage du numérique, il nous est arrivé aussi de recourir à d'autres matériaux spirituels comme le Kenessi. Alors, vous savez très bien que notre pays est le siège du vaudou, reconnu comme tel dans le monde entier. Si vous allez dans l'étranger, vous dites que vous êtes béninois, on a a priori peur de vous. Et donc, les acteurs, en associant ces pratiques religieuses, ces matériaux religieux au numérique pour atteindre leurs objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs sains, donc des objectifs d'arnaque. Cela appelle ce que vous appelez peut-être le buzz. C'est parti dans le monde entier et ça fait que le Bénin est reconnu comme tel. Mais je dois vous dire que ces jeunes qui font ça, ce ne sont pas des analphabètes, hein. C'est souvent des acteurs qui ont une connaissance approfondie du numérique et qui sont très bien organisés et qui mettent en œuvre des stratégies solides. Mais lorsqu'ils sont bloqués à un niveau donné, ils sont obligés de recourir à d'autres stratégies. Mais il ne faut pas dire que le Bénin, c'est forcément le siège du mauvais usage du numérique. Cela dit, nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs. Il y a beaucoup d'aspects négatifs par rapport à cet usage-là. Il y a un aspect qu'il faut peut-être évoquer, c'est la débrouille numérique. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas utiliser le numérique parce qu'il y a cet téléphone-là, se sont débrouillés et ont commencé à utiliser. Mais quand il a débrouillé, c'est qu'il n'y a pas forcément compétence. Et quand toute chose est perçue selon les capacités de celui qui perçoit, on fait un mauvais usage. On vous dédouanez tout ça? Je ne peux pas dédouaner. Et c'est là où peut-être que je ne vais pas revenir à ma conclusion. Il y a un certain accompagnement qu'il faut faire. Vous voyez, l'accompagnement qui a eu lieu par rapport au cas tout à l'heure évoqué, c'est intéressant. Parce que ces jeunes-là, parfois, font des choses sans le savoir. Tout à l'heure, on a fait un beau discours. On a dénoncé la sexualité. On a dénoncé beaucoup de choses par rapport à cette dimension-là. Mais est-ce que vous savez qu'au-delà de tout, s'il n'y a pas une bonne sexualité, il n'y a pas un équilibre. Donc, il n'y a pas de développement. Mais lorsque l'enfant ou le jeune découvre le sexe par le numérique, ne lui refusez pas d'emprunter ce chemin-là. C'est là où il faut aussi appeler la responsabilité des aînés qui doivent savoir que tant qu'il y a cette facilité-là aux jeunes de découvrir ce qu'ils ne doivent pas découvrir sans accompagnement, il faut trouver des mécanismes pour accompagner. Et c'est là la responsabilité de tous les acteurs pour que ces jeunes-là n'utilisent pas de façon bizarre cette technologie qui aurait pu nous aider à faire le développement, comme vous l'avez évoqué, le cas du Rwanda, le cas du Sénégal. Moi, je connais des étudiants qui ont travaillé
pas de technologie qui permet, par exemple, de détecter tel centre de santé, telle situation, profiter de telle opportunité, etc. Cela existe au Bénin. Et quand vous allez aussi dans la sous-région, vous constaterez qu'il y a beaucoup de Béninois qui émergent dans ce secteur-là et qui sont respectés. Je ne vais pas citer de nom ici. Moi, je les ai rencontrés. Il y a plusieurs rencontres scientifiques et qui sont très respectés. Il faut peut-être aider les jeunes à aller vers ça et avoir comme référence ces personnalités-là. C'est notre devoir. Alors, Soudia Batou, tout à l'heure, Dr Rodrigue Mocho parle de l'accompagnement. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi sur le numérique, par exemple. Il y a également la loi sur la cybercriminalité, un peu comme pour répondre à cette déviance sociétale que nous notons avec l'utilisation d'éthique. Mais est-ce que vous pensez que l'emprisonnement systématique qu'on observe au fur et à mesure qu'on met la main donc sur ces jeunes en conflit avec la loi peut régler la question ou votre méthode qui est celle d'accompagner ces jeunes-là à retrouver le bon chemin le meilleur? Mais monsieur, les dérives ne sont pas les mêmes. C'est à des catégories près. Un jeune qui fait une vidéo de façon obscène et un jeune qui arnaque, les lois ne seront jamais les mêmes et l'accompagnement ne sera jamais le même. Moi, par exemple, oui, j'ai accompagné cette jeune dame, je lui ai trouvé du boulot, j'ai trouvé un encadrement, une formation et tout, mais le reste, ça n'a pas été suivi. C'est pas ma faute. Moi, j'ai joué ma partition. En même temps, je ne peux pas jouer le rôle des parents à leur place. Moi, je mets l'accompagnement en place. Maintenant, reste à savoir si les gens sont de bonne foi. Maintenant, dans le cas de l'ANAC dont on parle tout à l'heure, et monsieur disait, oui, je vous le dis, le Bénin n'a rien envié aux autres pays sur le plan digital. Il y a beaucoup de jeunes qui innovent, qui changent les choses, qui bousculent la norme. Seulement que, oui, nous sommes dans un système où on ne reconnaît pas le travail qui est fait sur le terrain. On a un ministère à qui on donne encore le temps de faire ses preuves, mais un travail doit être fait. C'est les conférences, les sensibilisations, les ateliers, descendre dans ces écoles-là, dans ces universités-là, leur apprendre l'usage du numérique. Sous d'autres cieux, c'est carrément un programme qui est mis en place. C'est les moyens qui sont donnés aux professeurs pour accompagner ces étudiants. Et c'est de là, c'est à la souche que le travail doit être fait. Sinon, on sait déjà qu'on patauge dans cette mare-là, mais c'est un travail qui doit être fait déjà à la source pour qu'on ait demain des leaders dans le domaine du numérique. Alors, les jeunes dont on parle, la débrouille numérique. Mais monsieur, la débrouille numérique, à un moment donné, on a chanté le chômage au quotidien. Le taux était élevé, les jeunes se plaignaient des matchs. Il y avait quand même un au secours de cette jeunesse. Mais aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus parce que le système de l'entrepreneuriat s'est ouvert à la jeunesse, le système de l'entrepreneuriat digital. Mais dans le lot, il y a des jeunes, évidemment, qui ont trouvé des portes de sortie qu'on condamne aujourd'hui de façon très ferme, qui est l'ANAC, ce qu'on appelle communément le gaï, les gaïmons. Et ce secteur a été recadré que récemment, suite à des sorties des lois qui ont été votées. Sinon, c'était une jeunesse arnaqueuse, je dirais, qui s'affirmait comme telle. On avait des jeunes arnaqueurs qui s'affirmaient comme tels, qui n'avaient rien à cacher, qui utilisaient... Dans le lot, il y a des marabouteurs sur des pages ivoiriennes, par exemple. Quand tu es béninois, on te crée. Il y a les marabouteurs, il y a les gays, il y a les vendeurs d'objets dont on ne voit jamais la nature et la couleur. Mais oui, aujourd'hui, quand vous prenez votre passeport, vous allez à l'aéroport français, vous dites que vous êtes béninois. On vous pose des questions. Dans d'autres pays, on vous pose des questions qu'on ne pose pas à d'autres nationalités. On est sur une liste noire. Et même sous d'autres cieux, il y a les Béninois qui sont épinglés dans le domaine de l'arnaque. Et donc, eux, c'est beaucoup plus évolué. Et c'est bien dommage. Ça entache l'image du pays. Mais oui, il y a des lois qui ont été votées. Il y a une répression qui a été faite. Et tout, il y a le cybercriminalité qui... Il y a ces acteurs-là qui travaillent sur le terrain. Mais oui, une chose est d'arrêter ces jeunes-là, de les sanctionner, mais l'accompagnement après. L'accompagnement après, docteur, la même question à vous, en tant que socio-anthropologue, vous ne pensez pas que ce serait formidable, un centre de rééducation plutôt que la prison pour ces jeunes-là? Vous permettez, et une réinsertion professionnelle. D'accord. Oui. Oui,
je suis d'accord avec vous, il faut une approche globale. Mais je voudrais déjà saluer ce qui se fait parce que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Et vous avez vu, hein, c'était des contre-valeurs, je dirais même des anti-valeurs qui étaient prônées. Ces jeunes dont vous parlez, c'était eux. Ce n'est pas une bonne chose. Heureusement, aujourd'hui, on ne le voit plus comme ça. Et donc, on ne doit pas faire la promotion des anti-valeurs ou des contre-valeurs. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Je rappelais tout à l'heure les caractéristiques du numérique. Le numérique est hyper accessible. Et qui vous dit que dans ces prisons-là, il ne peut pas continuer avec ces activités-là. Et donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut approfondir la démarche, il faut adopter une approche approfondie et aller vers une éducation par rapport à l'utilisation du numérique. Trouver des technologies qui puissent accompagner les jeunes, trouver des technologies qui puissent permettre aussi aux aînés... Mais vous êtes socio-anthropologue, mais ça veut dire que vous êtes aussi enseignant, vous intervenez sur le terrain. Quand vous dites trouver, vous renvoyez la balle à qui? C'est aussi votre rôle. Oui, c'est mon rôle. Et moi, j'ai produit plusieurs articles sur la dimension sociologique du numérique. Mais les jeunes ne lisent plus. Et vous avez peut-être raison. C'est souvent des colloques que l'on présente ces résultats, ou c'est parfois des livres que nous écrivons qui sont à peine lus. Ou parfois les livres sont disponibles sur l'internet et c'est pas accessible. Mais il importe que les parents travaillent. Si vous faites bien le constat, vous allez constater, vous allez remarquer que vos enfants utilisent mieux le téléphone portable que nous-mêmes les parents. Si vous faites bien l'observation, vous allez constater que vos téléviseurs à la maison, vos enfants aujourd'hui l'utilisent mieux que vous. Alors, un aveugle pourra-t-il accompagner un aveugle? Les parents sont les plus analphabètes aujourd'hui en matière du numérique. Parce que le numérique, c'est quelque chose qui est venu en leur temps et ils le maîtrisent mieux que les parents. Or, dans une certaine approche de l'éducation, ce sont les parents qui doivent fournir l'information, qui doivent accompagner. Si celui qui doit accompagner n'a pas l'information, comment pourrait-il accompagner? D'où il faudra que ce travail soit fait. Et moi, j'ai proposé, à tout point de vue, je l'ai toujours proposé, une éducation numérique. Mais par rapport à la technologie appropriée, il y a des efforts qui sont faits. Vous allez voir, par exemple, que WhatsApp, avant, il y a quelques mois, quand un message arrive, on transfère, on ne sait pas qui a transféré le message, pas. Mais aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de savoir que vous avez envoyé, mais vous n'êtes pas l'auteur du message qui est parti. Ça fait partie de nos réflexions. On a tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les concepteurs de cette technologie-là ont commencé à mettre des clés pour qu'on puisse éviter ces déviances-là. Nous allons continuer en tant que sociologues de réfléchir, parce que figurez-vous, moi je ne suis pas technologue, je suis spécialiste des sciences sociales, je vois une approche sociologique des choses, je vais continuer à tirer la sonnette d'alarme pour que les technologues trouvent les solutions appropriées afin que les technologies ne soient pas des éléments déviants, mais puissent accompagner le développement de nos sociétés. Vous êtes sur la toile au quotidien, activiste, vous l'avez reconnu, vlogueuse également. Vous utilisez les contenus vidéo plutôt que les écrits. Mais comment vous arrivez donc à canaliser tout ça pour ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs dans la société? Déjà, moi, la chance que moi j'ai, je suis animatrice de formation. Donc, je suis restée dans le système traditionnel de la communication. Donc, il y a juste une transition de la communication traditionnelle à la communication digitale. Donc, je suis venue avec une base de données, avec un savoir-vivre en matière de communication que j'ai juste adapté aux réalités numériques. Donc, je suis m'organiser, je sais qu'il ne faut pas dépasser certaines limites. Et c'est vrai que, par contre, le digital nous permet d'avoir une liberté d'expression qu'on n'avait pas. Vous ne vous attirez pas les foudres Ah ben oui, attendez, du moment où vous allez vous installer, parce que je dis aujourd'hui, sur le digital, chacun a sa parcelle.
Vous aussi, vous avez un compte Facebook, donc vous êtes un consommateur. Nous sommes tous des consommateurs. Chacun a sa parcelle, mais ça dépend ce que vous en faites. Mais une fois que vous vous mettez dans ce monde du digital, vous êtes exposé à tout. Donc, je suis victime de tout. Je suis attaquée tout le temps. Mais je suis des formations pour gérer les bad buzz, les bons buzz. On essaie de tirer profit. En même temps, moi, je suis dans l'entrepreneuriat digital. Je me suis formée dans ce domaine et je continue ma formation pour pouvoir avoir mes diplômes en marketing digital. Parce qu'aujourd'hui, je ne me limite pas qu'au vlogging. J'utilise le vlogging pour accompagner les sociétés, les entreprises aujourd'hui qui ont découvert quand même cette formule de communication et qui s'y adhèrent. Donc, je suis community management aussi. Donc, s'exposer et être une femme au Bénin et être activiste sur le digital, mais c'est se mettre une corde au cou. Mais oui, il y a des formations dans le domaine. Aujourd'hui au Bénin, il y a des applications, il y a CMS-City, il y a une équipe digitale qui est installée à la présidence, donc reconnue comme telle. Donc oui, quand vous êtes dans le digital au Bénin maintenant, vous pouvez quand même sortir la tête bien haute et savoir gérer, affronter le négatif, les quelques coups qu'on reçoit dedans, permanemment. Ouais. Alors, Dr. Rodrigue Mocho, le TIC aussi pouvait, nous apprend-on, participer à un métissage culturel. Est-ce que vous pensez que, ne serait-ce qu'au niveau du Sud, on peut le faire? Ah oui, il y a un travail que j'ai présenté récemment en Côte d'Ivoire sur la dimension ethnique de la technologie, du numérique. Vous savez que aujourd'hui, par le numérique, il y a des acteurs qui se mettent en réseau. Par exemple, il y a beaucoup qui sont partis à l'extérieur, qui sont de tel groupe ethnique. Grâce au numérique, ils arrivent à se mettre ensemble en réseau et à échanger par rapport aux enjeux de développement de leur pays, de leur localité. C'est vrai, il y a aussi des déviances, il y a des risques il y a des déviances, mais au moins ça permet des rapprochements. En dehors de ça, quand je faisais le travail sur la prostitution 2.0, j'ai remarqué que, excusez-moi, beaucoup d'acteurs qui exerçaient dans ce secteur-là, par le biais du numérique et de ces plateformes-là, on peut se retrouver à l'extérieur, on trouve des maris à l'extérieur et qui s'en sortent très bien. S'ils n'avaient pas le numérique, ils allaient... Non, ça c'est le bon côté de la chose aussi. Ils allaient continuer à faire le trottoir dans les villes de Cotonou, de Parakou, etc., etc. Mais par le biais de ces plateformes-là, ils ont pu rentrer en contact avec des personnes à l'extérieur. Mais ça, c'est peut-être le côté... mauvais que j'évoque, mais de façon plus sérieuse, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont pu tisser des liens, des relations amoureuses sérieuses par le biais des plateformes. Aujourd'hui, c'est des choses à saluer parce que le numérique, c'est une certaine planétarisation, c'est une certaine mondialisation. Il n'y a plus de limites. C'est pas j'ai dit que c'est itératif. Donc, on peut tout faire, on peut faire des commandes, on peut changer, on peut même faire l'amour par les plateformes. Et donc, ça favorise tellement de choses. Et ces choses positives que cela favorise, il faudra davantage les encourager. Parce que figurez-vous, on ne peut rien faire aujourd'hui sans le numérique. Le numérique s'impose à nous. Et donc, nous devons voir les petits déchets qu'il y a autour de ces technologies, des technologies que cela engendre, pour que cela puisse davantage servir la communauté. Sonia Agbatou, oui. On utilise également les TIC pour des cris de ralliement. On l'a vu avec les TIC au Sénégal. Et bon, je vais parler encore beaucoup plus du printemps arabe, ce que ça a engendré, où les cris de ralliement, c'est avec les réseaux sociaux qu'on les obtient. Aujourd'hui, en Algérie, ça fait partie de Bouteflika également. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut également les utiliser pour booster le développement des communautés, des pays entiers également?
Incontestablement. Incontestablement, et c'est pour ça que le numérique fait peur au pouvoir dans tous les pays. C'est pour ça que le numérique est devenu la bête noire. Et cette liberté d'expression, cette liberté qu'on a. La Chine, par exemple, a interdit quand même l'usage du numérique dans son pays. C'est limité. Il y a des pays qui ont limité l'utilisation. Vous avez parlé, par exemple, du printemps arabe, où ça a été un succès, ça a été applaudi par tous les acteurs du digital, parce qu'on s'est dit oui, les choses avancent, le message passe. Si on nous interdit de faire les choses en suivant des règles, des lois physiques, on peut le faire en suivant nos propres lois numérique. Et du coup, la jeunesse, cette fois-ci, s'est mobilisée. Et dans beaucoup de pays, ça se fait seulement. Même au Bénin, ici, ça se fait. Les Gilets jaunes aussi ont utilisé fortement le numérique. Le numérique est utilisé beaucoup plus aujourd'hui dans les cas de révolte, de porter la voix, les hashtags qui sont lancés, les mouvements. On reste chez soi, mais on milite. Il y a beaucoup plus de militants, des pétitions qui sont signées, mais ça change les choses et ça calme le pouvoir dans ses ardeurs. Et ça, c'est déjà un de gagner. Ça calme le pouvoir dans ses ardeurs, mais ça n'empêche pas que sur le continent, beaucoup plus. Vous avez évoqué le cas de la Chine, mais en Afrique, beaucoup plus. Les gouvernements procèdent à la censure. Au Tchad, tout récemment, on a vu, les réseaux sociaux sont coupés. En RDC, c'est l'Internet carrément qu'on a coupé à la veille des élections présidentielles. Vous permettez? Et dans beaucoup d'autres pays également. Même chez nous, on a eu Taspa Memo. On a grogné. La jeunesse a grogné. Tout le monde a grogné. En fait, chaque pays utilise sa stratégie propre à lui pour pouvoir recadrer ou taper du main sur la table. Nous subissons tout ça. Chaque pays, vous avez parlé par exemple de l'Internet qui est coupé dans certains pays. On crie, mais notre voix se fait entendre. Dr Rodrigue Mocho va bientôt sortir donc de cette émission. L'éthique, vous l'avez martelé plusieurs fois, s'impose aujourd'hui, mais les déviances sont également là. C'est un fait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment les prévenir? Oui, avant d'en arriver là, je voudrais peut-être renforcer un peu Sonia pour dire que le numérique aujourd'hui a créé une certaine horizontalisation du pouvoir, une certaine liberté ou une certaine égalité où on n'a plus besoin forcément du chef, d'un leader qui est en haut avant de prendre la décision. Et donc ça renforce forcément la démocratie. Le numérique a complètement créer une mutation au niveau des rapports sociaux. Et si vous voyez très bien ce qui se passe au niveau local, vous allez voir, il y a des réseaux au niveau local où il y a les autorités locales qui sont sur des réseaux avec les jeunes ou les acteurs au niveau local, où ils ont la possibilité de dire directement à ces responsables ce qui ne va pas. Et parfois menacés. Ça fait que ces autorités sont obligées de tenir compte de ça parce que c'est le pouvoir qui est ainsi menacé. Et donc, c'est des éléments importants. Et ça crée une certaine liberté qu'il faudra forcément encourager. Mais c'est le libertinage qu'il faudra encadrer à travers ce que nous avons évoqué. Pour revenir à votre question... Oui, est-ce que vous pensez qu'on peut prévenir la dérive? On peut bel et bien prévenir. On peut prévenir en continuant à renforcer le dispositif technologique pour éviter les déviances. On peut aussi continuer en renforçant l'éducation. C'est vrai, je l'ai dit au départ, le numérique a créé une certaine individualisation des rapports, des trajectoires sociales. C'est un problème majeur. Il faudra qu'on trouve des mécanismes pour accompagner. Et on peut le faire. On peut le faire, continuer avec les sensibilisations pour éviter les déviances, comme vous le faites. Maintenant, l'État doit davantage prendre ses responsabilités. C'est vrai, vous allez voir que avec l'avènement de la loi sur le numérique, il y a beaucoup moins d'ardeur, ouais, un peu, mais
ce n'est pas forcément la solution juridique qui doit être trouvée. Il faut trouver aussi d'autres solutions plus globales. Merci donc à vous, Dr Rodrigue Mocho. Sonia Agbatou, on va sortir donc de cette émission. Est-ce que vous pensez effectivement qu'aujourd'hui, à l'allure où ça va, on peut arriver à prévenir les dérives? Oui, on peut prévenir les dérives si on connaît déjà la source du problème. Il faut que les spécialistes du domaine, mais spécialistes, en parlant de spécialistes, si on a des acteurs qui ne maîtrisent pas vraiment le numérique, qui ne travaillent pas, ne collaborent pas avec les professionnels du numérique, les solutions seront peut-être votées sur papier, mais l'application ne sera jamais réelle parce qu'on n'a pas un système, on n'a pas une base de données pour pouvoir superviser tout ce qui se passe sur le numérique. On peut pas, mais déjà on peut s'applaudir parce que positivement, oui, beaucoup de secteurs sont ouverts maintenant. Même l'agriculture est numérisée. Il y a un changement qui est fait, tout est fait. Il y a les femmes béninoises du digital qui sont célébrées. Il y a l'entrepreneuriat digital féminin qui est célébré. Des jeunes start-up naissantes, des passionnés du digital qui émerveillent au quotidien. Des professionnels juridiques qui votent des lois, mais il reste la mise en application de ces lois-là et il y a l'éducation numérique. Il faut qu'on retourne, je reste persuadée que la nouvelle génération est purement numérique, mais il faut une éducation. On donne un smartphone aux enfants, on donne la connexion, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas quoi en faire. Donc cette révolution numérique qui révolutionne également les familles doit être donc encadrée pour le bien de tous. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Ici et Ailleurs consacrée à l'utilisation des TIC à des faits obscènes. Peut-on donc prévenir les dérives? Et pour donc en discuter, nous avions reçu pour vous Sonia Agbatou, présentatrice télé-radio, vlogueuse. Elle était donc avec nous pour partager ses expériences. En face d'elle, c'était le docteur Rodrigue Mocho, socio-anthropologue, juriste et écrivain également. Vos contributions sont attendues. Ce débat reste donc à votre portée pour vos commentaires et analyses. À très bientôt sur SICA.